À 4 heures du matin, 57 camions s'immobilisent donc simultanément, sans sirène ni affrontement visible. Sous une apparence d'aide humanitaire, une architecture logistique et financière transnationale se révèle, suffisamment cohérente pour imposer une lecture stratégique plutôt qu'un simple réflexe policier. Que signifie, pour chaque citoyen, une nuit où l'État, sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, affirme pouvoir mesurer, expliquer et contenir une menace avant qu'elle ne se transforme en peur collective? Si ce convoi avait franchi la frontière, l'équilibre institutionnel, régional et narratif aurait basculé en un instant. Ce récit ne cherche pas à magnifier une opération sécuritaire, mais à formuler une promesse précise: comprendre ce qui s'est réellement joué et pourquoi cela dépasse largement l'événement lui-même. Le bénéfice pour le lecteur est clair: distinguer un choc médiatique ponctuel d'une capacité étatique en construction capable d'agir avant que la crise ne s'impose. L'enjeu central ne réside pas dans le nombre de camions interceptés, mais dans la question plus profonde de la prévention. Un État peut-il détecter, documenter et neutraliser une structure complexe avant qu'elle ne produise ses effets politiques et sociaux? Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure héroïque, mais comme le point de convergence d'un choix méthodologique assumé. Lu rapidement, l'affaire ressemble à un succès opérationnel. Analysée avec rigueur, elle devient un test de solidité institutionnelle, de discipline narrative et de souveraineté fondée sur la preuve. Tout ce qui suit s'inscrit dans cette tension: réagir dans l'urgence ou gouverner par la documentation. Plus de 700 millions de dollars. C'est l'évaluation initiale de la capacité militaire neutralisée en quelques minutes. Ce chiffre ne décrit pas une saisie ordinaire, mais l'arrêt d'un dispositif prépositionné, pensé pour durer et produire des effets politiques mesurables. Dès les premiers rapports consolidés, l'événement change de statut. Il ne s'agit plus d'un convoi suspect, mais d'une opération structurée stoppée avant son activation. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir en amont de l'aube du 16 août. Les 57 camions ne partent pas ensemble et ne suivent pas une route unique. Ils quittent des points distincts, avancent par segments, roulent sans phare, puis convergent près de la frontière togolaise, selon une synchronisation trop précise pour être fortuite. Cette méthode vise à réduire les signaux détectables, compartimenter les rôles, étaler les risques, rendre la masse invisible jusqu'au dernier moment. Ce qui surprend les observateurs n'est pas la dissimulation, mais sa discipline. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré est informé heure par heure. Sa directive tranche avec l'attente d'un effet d'annonce: éviter l'emballement narratif et privilégier la cohérence du dossier. Chaque camion devient une scène distincte, chaque conducteur est interrogé séparément, chaque numéro de série consigné. L'opération est pensée comme une enquête systémique: relier des itinéraires, croiser des flux financiers, identifier des relais possibles. La priorité n'est pas la communication, mais la traçabilité. Le contexte régional renforce la portée de cette lecture. Dans le Sahel, la circulation d'armes est diffuse, mais rarement soutenue par une architecture aussi dense et coûteuse. Ici, les premiers éléments indiquent une chaîne transnationale capable d'acheter, stocker et livrer à grande échelle. Le convoi devient alors la partie visible d'un mécanisme plus vaste et son interception un test précoce de souveraineté documentaire. Prouver par des faits vérifiables que l'État peut agir avant que la peur ne prenne le contrôle du récit. Sur le terrain, la compréhension de l'événement passe par un acteur discret, loin des centres décisionnels: le capitaine Moussa Kaboré, responsable des gardes-frontières dans la région concernée. Depuis des années, il observe les routes non comme des axes fixes, mais comme un système vivant, sensible aux ruptures de cadence, aux horaires inhabituels et aux comportements trop réguliers pour être anodins.
Dans la nuit du 16 août, ce ne sont pas les camions eux-mêmes qui déclenchent l'alerte, mais leur discipline. Une synchronisation trop propre, une progression silencieuse, une absence de signaux qui devient elle-même un signal. Sous son commandement, une quinzaine d'hommes se déploient rapidement, appuyés par 2 véhicules blindés légers et un drone de reconnaissance. Le dispositif est volontairement sobre. Il ne cherche pas l'effet spectaculaire, mais la maîtrise du tempo. Les premiers véhicules sont figés sans affrontement et la perception bascule aussitôt. L'unité ne fait pas face à une irrégularité isolée, mais à une structure organisée qui accepte soudain l'immobilisation, comme si l'échec n'avait pas été anticipé à ce stade. Lorsque les bâches sont soulevées, l'impact est immédiat. Sous des sacs de farine et de lait en poudre apparaissent des armes neuves, conditionnées avec une rigueur industrielle. Pour Caboret, le diagnostic est clair. Il ne s'agit pas d'une cargaison opportuniste, mais d'une capacité opérationnelle prête à être activée. L'information remonte sans emphase vers Ouagadougou, où Ibrahim Traoré reçoit un signal précis, factuel, déjà structuré. L'effet précoce de cette séquence est décisif. La menace est stoppée sans panique et la preuve est préservée avant que le récit ne s'emballe. En quelques minutes, l'événement cesse d'être local pour devenir stratégique. Avant l'interception, le dispositif paraît presque ordinaire. Des camions circulent sur des axes secondaires, chargés de marchandises présentées comme humanitaires, sans attirer d'attention immédiate. Pourtant, en amont, tout indique une préparation longue et méthodique. Les départs s'effectuent depuis des zones distinctes, à des horaires calculés pour éviter toute corrélation visible. Les convois progressent par segments, s'arrêtent, repartent, puis convergent tardivement. L'activation repose sur une idée simple: rendre la masse invisible jusqu'à l'instant où elle devient complète. C'est ce moment précis qui déclenche la décision de verrouillage. La bascule intervient à 4 sur 0. En moins de 5 minutes, les accès se ferment, les routes secondaires sont coupées et les patrouilles avancent par séquences coordonnées. Le premier camion s'arrête, puis le second, puis le troisième. L'effet domino est immédiat. En un quart d'heure, 57 véhicules sont immobilisés, sans échange de tirs inutiles. Cette rapidité ne relève pas de l'improvisation. Elle signale un choix tactique assumé, privilégier la capture intégrale plutôt que l'interruption partielle. À cet instant, l'opération cesse d'être une routine frontalière pour devenir un événement stratégique. Le point de non-retour survient lorsque les bâches sont soulevées. Sous des sacs de farine et de lait en poudre apparaissent des fusils neufs, des grenades conditionnées avec précision et des systèmes lourds alignés méthodiquement. Le choc ne vient pas seulement de l'arsenal, mais de sa cohérence. Les volumes et le conditionnement suggèrent un dépôt militaire reconstitué, prêt à être déplacé. Sur le terrain, la perception change. L'unité n'a pas stoppé une cargaison irrégulière, elle a intercepté une capacité opérationnelle complète. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit les premiers rapports consolidés. Il coupe court à toute tentation de mise en scène. La consigne est nette: sécurisation totale du périmètre, zéro preuve détruite, zéro improvisation narrative. Les forces spécialisées sont dépêchées, les équipes médico-légales prennent position, chaque mètre est balisé et documenté. La logique s'inverse. Il ne s'agit plus seulement d'arrêter, mais de démontrer. Les numéros de série deviennent centraux, non pour alimenter un récit, mais pour relier des objets à des itinéraires et à des chaînes d'achat. Les répliques ne tardent pas. En début d'après-midi, certains conducteurs paniquent et tentent de fuir, révélant une intention claire: disparaître avant que l'image ne devienne preuve. Les axes sont déjà bloqués. De nouveaux camions sont ouverts et l'ampleur dépasse les premières estimations. L'événement change encore d'échelle.
La cellule de crise se réunit, les cartes sont projetées, les routes tracées. Ce qui devait être une livraison apparaît désormais comme une guerre stoppée avant son déclenchement. Cette chaîne d'événements révèle un enseignement clé. La maîtrise du tempo décide de l'issue. En choisissant la capture complète, l'État transforme une interception en dossier. La bascule n'est pas seulement tactique, mais elle est méthodologique. Le passage décisif de l'analyse repose sur quelques mesures clés, limitées mais suffisantes pour qualifier la nature de la menace. La première établit le niveau de base. Dans la région sahélienne, la circulation d'armes est connue pour être diffuse, fragmentée, alimentée par des flux opportunistes et des stocks anciens. Ce cadre explique des saisies ponctuelles, rarement coordonnées, presque jamais capables de soutenir une opération prolongée. C'est à partir de cette référence que l'écart devient lisible. Le premier chiffre change immédiatement l'échelle. Les équipes médico-légales recensent environ 25 000 fusils de type AK-47. Ce volume ne décrit pas seulement une quantité, il décrit une intention. De quoi équiper plusieurs brigades sans dépendre d'un fournisseur unique avec des pièces interchangeables et une logistique de munitions compatible. Par rapport au niveau de base régional, l'écart est net. On passe d'un trafic diffus à une capacité d'installation durable. Cette masse n'est pas conçue pour un coup ponctuel, mais pour tenir dans le temps. Le deuxième chiffre affine la lecture plutôt qu'il ne la répète. Près de 10 000 fusils de type M16 sont identifiés, portant des codes liés à des chaînes d'exportation européennes. L'intérêt d'analytique n'est pas la provenance isolée, mais la combinaison. Mélanger des origines réduit le risque d'un point unique de détection et suppose des relais financiers capables d'absorber plusieurs circuits d'achat. L'écart avec le niveau de base se creuse. Un réseau capable de stocker, reconditionner et livrer sans alerter, tôt n'est plus opportuniste, il est structuré. Le troisième chiffre modifie la gravité tactique du dossier. Plus de 400 missiles antiaériens sont retrouvés dans différents conteneurs, certains encore scellés. Leur présence n'est compatible ni avec l'intimidation ponctuelle, ni avec la contrebande classique. Ces systèmes visent à nier l'accès aérien et à contraindre les mouvements adverses. Par rapport à la norme régionale, l'écart est radical. On quitte la logique d'armement léger pour entrer dans une capacité de verrouillage de l'espace. Une telle dotation reconfigure les calculs sécuritaires et politiques. Pris ensemble, ces trois mesures déplacent l'analyse du spectaculaire vers le démontrable. Elles montrent que l'arsenal a été pensé comme un ensemble cohérent, volume compatible, origine diversifiée, conditionnement standardisé, transport calibré. Le delta entre le niveau de base et l'écart observé raconte une histoire précise, celle d'un plan préparé en amont, doté de temps, d'argent et de relais fiables. Dans ce contexte, la décision d'Ibrahim Traoré d'exiger le croisement systématique des numéros de série avec des bases partenaires prend une portée stratégique. Elle vise à réduire deux risques majeurs: l'erreur d'attribution et la bataille des récits. La quantification cesse alors d'être descriptive pour devenir stabilisatrice. Les chiffres ne servent pas à impressionner, mais à fermer les angles morts. Reste une question lourde, que les nombres n'évacuent mieux. Comment une architecture aussi massive a-t-elle pu converger si tard dans la détection? La réponse ne tient pas à une hypothèse supplémentaire, mais à la patience analytique. Relier les volumes aux routes, les routes aux paiements et les paiements aux décideurs. C'est dans ce passage que la preuve change de nature. Dès que l'affaire devient publique, deux interprétations concurrentes structurent le débat. Les présenter sans caricature est indispensable, car c'est dans leur confrontation que la solidité de l'analyse se révèle.
La première lecture, dite minimaliste, avance que l'État aurait amplifié la menace pour consolider son autorité. Selon cette thèse, l'interception servirait avant tout de levier politique interne, dramatiser un épisode réel afin de ressouder l'opinion, marginaliser des oppositions et reprendre l'initiative narrative dans un contexte fragile. L'argument n'est pas absurde. Dans de nombreuses situations instables, l'urgence sécuritaire a déjà été utilisée pour justifier des procédures exceptionnelles et renforcer le pouvoir exécutif. La seconde lecture, dite maximaliste, affirme au contraire qu'il s'agit d'une ingérence extérieure organisée. Elle s'appuie sur la convergence de 57 camions, la diversité des provenances matérielles et la sophistication du camouflage humanitaire. Dans ce cadre, l'événement ne serait ni un accident ni un trafic opportuniste, mais une opération concertée, planifiée sur plusieurs mois, conçue pour reconfigurer un rapport de force régional. Le convoi ne serait alors que la partie visible d'un mécanisme plus large, mêlant finance, logistique et couvertures diplomatiques. Le test analytique n'est pas de choisir l'histoire la plus frappante, mais celle qui explique le mieux l'ensemble des éléments disponibles sans forcer les faits. Or, plusieurs points pèsent en lourd contre une lecture strictement domestique. D'abord, la cohérence matérielle observée. Volume compatible, conditionnement standardisé, combinaison d'origine réduisant les risques de détection unique. Ensuite, la méthode logistique. Départ multiple, convergence tardive, compartimentation des rôles, schéma plus proche d'une opération transnationale que d'une improvisation interne. Enfin, les déclarations de conducteurs convaincus de transporter des marchandises civiles suggèrent une architecture où chacun sait peu pour protéger un centre décisionnel. Dans ces conditions, la réfutation ne repose pas sur un discours officiel, mais sur la densité cumulative des preuves. Suivre les faits conduit moins à minimiser qu'à relier. La lecture la plus parcimonieuse n'est pas celle qui réduit la menace, mais celle qui rend compte de sa complexité sans extrapolation. À mi-parcours de l'enquête, un élément documentaire requalifie brutalement l'ensemble du dossier. Parmi les supports dans vos supports saisis apparaissent des fichiers structurés, des calendriers et des projets de décrets déjà rédigés pour loi près. Il ne s'agit plus seulement de transporter des armes, mais de rendre possible une séquence politique complète. L'arsenal cesse d'être un moyen logistique. Il devient la garantie matérielle d'un calendrier. Ce point de bascule impose une relecture rétrospective. La convergence tardive des camions, la discipline du silence, la diversité des origines matérielles prennent un sens nouveau. Tout converge vers une logique de déclenchement. Attendre que la capacité soit intégralement en baisse avant de passer à l'étape suivante. Ce qui semblait défensif devient préventif. Ce qui paraissait logistique devient politique. Présentés à Ibrahim Traoré, ces éléments déplacent immédiatement la stratégie. La priorité n'est plus seulement de sécuriser des preuves matérielles, mais d'empêcher la capture du récit par des narratifs concurrents. Les documents montrent une anticipation de la communication, des symboles et des décisions à annoncer comme si l'issue était supposée acquise. La menace n'était pas seulement armée, elle était scénarisée. À ce stade, l'interception ne stoppe pas un flux, elle neutralise un déclencheur. Le dossier passe d'une lecture sécuritaire à une épreuve de souveraineté documentaire, où exposer devient une forme de défense. Les effets de l'interception se déploient en cercles successifs, bien au-delà de la nuit du 16 août. Le premier concerne les institutions nationales. En stoppant une capacité prépositionnée avant son activation, l'État transforme une alerte en protocole. Les chaînes de commandement sont resserrées, la coordination interservices devient plus systématique et la gestion de la preuve passe d'un réflexe sécuritaire à une architecture administrative. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la ligne assumée, documentée avant de proclamer, réduit l'espace des récits concurrents et stabilise l'action publique.
À court terme, la crédibilité institutionnelle s'en trouve renforcée. À moyen terme, cette discipline impose des coûts organisationnels, mais elle crée une base durable de confiance. Le deuxième cercle touche les entreprises. L'onde est paradoxale. D'un côté, l'annonce d'une menace d'ampleur régionale accroît la prudence extérieure, assurance plus chère, délais logistiques allongés, révision de risque. De l'autre, la lisibilité nouvelle du cadre décisionnel attire des partenaires alternatifs sensibles à la capacité démontrée de prévention et de traçabilité. Il ne s'agit pas d'un isolement mécanique, mais d'un réalignement. Certaines activités ralentissent, d'autres se redéploient et l'économie apprend à composer avec un risque politique mieux cartographié qu'auparavant. Le troisième cercle concerne les citoyens. L'impact est d'abord psychologique. Les images d'arsenaux interceptés produisent une émotion ambivalente. Soulagement d'avoir évité le pire, inquiétude face à ce qui aurait pu advenir. La sécurité cesse d'être abstraite. Elle devient une expérience collective liée à des preuves visibles et à des procédures compréhensibles. Cette visibilité apaise autant qu'elle rappelle la fragilité de l'équilibre. Le débat public se déplace, moins centré sur la peur immédiate, davantage sur la capacité à prévenir. Le quatrième cercle est régional. Une opération stoppée à une frontière modifie les calculs des capitales voisines. Des audits internes sont lancés, des échanges de renseignements s'intensifient et des coordinations nouvelles apparaissent, non par solidarité de principe, mais par intérêt partagé. Le signal envoyé est simple. Une convergence lourde peut être détectée et neutralisée si les signaux faibles sont reliés à temps. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'incarne pas seulement une décision nationale, mais un précédent méthodologique observé au-delà des frontières. Pris ensemble, ces cercles montrent que l'événement dépasse la saisie initiale. Il reconfigure des comportements, des attentes et des alliances. Ce qui a été arrêté compte, mais ce qui a été rendu visible compte davantage. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'affaire ouvre 3 trajectoires plausibles. Il ne s'agit pas de prédictions, mais de cadres de lecture pour raisonner avec les éléments déjà observables, sans ajouter de faits nouveaux ni attribuer des probabilités. Dans un scénario de base, la stabilisation est progressive et incomplète. L'enquête judiciaire avance par strates, consolide des dossiers solides sans tout résoudre d'un coup, et les institutions renforcent leur routine de contrôle. Les tensions diplomatiques persistent mais restent contenues. Les dispositifs annoncés après l'interception, audits réguliers, coordination interservices, suivi des flux, produisent des effets mesurés, parfois invisibles au quotidien, mais réels dans la réduction des angles morts. Dans cette trajectoire, le pays tient. Il ne transforme pas encore, mais il endure. La priorité devient l'endurance administrative, maintenir la méthode lorsque l'urgence médiatique retombe. Dans un scénario plus favorable, l'événement déclenche un effet d'entraînement régional. La démonstration de capacité documentaire devient un précédent. Les échanges d'informations s'intensifient, les coopérations opérationnelles se normalisent et des partenariats se réorientent vers des projets perçus comme plus lisibles et mieux documentés. La transparence cesse d'être défensive et devient un actif politique. Dans ce cadre, l'interception n'est plus seulement un épisode évité, mais un point d'appui institutionnel. Le pays convertit une crise en levier sans triomphalisme par accumulation de routines fiables. Dans un scénario plus dur, une contre-offensive silencieuse s'installe. Elle ne prend pas la forme d'une confrontation directe, mais d'une érosion graduelle. Pression financière, durcissement des conditions commerciales, campagne de désinformation, hausse des coûts logistiques. L'économie quotidienne se tend
et la cohésion forgée pendant la crise est mise à l'épreuve. Ici, la stabilité dépend moins d'un geste spectaculaire que de la capacité à garder la preuve lisible dans le temps afin que le doute ne devienne un marché. Une recommandation traverse ces trois scénarios. Raisonner en capacité d'anticipation plutôt qu'en réflexe de réaction. Relier les signaux faibles, documenter avant de proclamer, transformer chaque alerte en routine. Cette posture n'élimine pas l'incertitude, mais elle en réduit le coût politique et social. Au-delà des institutions et des scénarios, l'événement se déploie dans la vie quotidienne à travers des expériences concrètes. Un premier cercle rassemble celles et ceux qui vivent la sécurité au jour le jour. Soldats de terrain, enseignants des zones frontalières, chauffeurs de nuit, familles exposées aux rumeurs autant qu'aux risques. Pour eux, l'interception n'est pas une abstraction géopolitique, mais une nuit qui aurait pu basculer en quelques minutes. Les images d'armes saisies produisent un soulagement immédiat, mêlé à une gravité durable. Un geste utile émerge. Partager l'information vérifiée localement, sans amplifier la peur ni nourrir les raccourcis. Un deuxième cercle concerne la diaspora et les observateurs éloignés géographiquement mais proches émotionnellement. Confrontés à des récits internationaux simplifiés, ils cherchent des repères stables. L'affaire devient alors un point d'ancrage méthodologique. Preuves traçables, procédures identifiables, cohérence des décisions. Un pas concret consiste à comparer systématiquement les narratifs aux éléments documentés, puis à relayer des analyses fondées sur des faits plutôt que des slogans. Cette posture ne prend pas parti, elle protège la discussion et réduit la polarisation. Un troisième cercle regroupe celles et ceux qui veulent comprendre les mécanismes, étudiants, journalistes, chercheurs, citoyens attentifs. Pour eux, l'événement offre une matière d'apprentissage rare. Comment une convergence se cache, comment une preuve se consolide, comment une société réagit quand la menace devient visible. Un geste simple s'impose. Posez d'abord la bonne question. Quelle preuve relie quoi? Avant d'adhérer à un récit séduisant. Dans ces trois cercles, une intuition commune se forme. La protection commence par l'attention aux signaux faibles. Partager à temps une information exacte peut devenir une contribution discrète mais décisive à la stabilité collective. Après l'interception, l'enjeu n'est pas de prolonger l'émotion, mais de convertir une réussite ponctuelle en méthode reproductible. La feuille de route annoncée vise précisément cette transformation. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la logique retenue privilégie des actions mesurables, capables de survivre à la séquence médiatique et de structurer l'action publique dans la durée. La première étape concerne la détection. Chaque zone frontalière doit disposer d'un dispositif d'observation connecté à un pôle d'analyse, avec des officiers formés à repérer les ruptures de cadence plutôt que les signaux spectaculaires. L'indicateur de suivi est simple, la capacité à identifier une convergence anormale avant sa phase finale et non après coup. La deuxième étape porte sur la preuve. Les procédures médico-légales sont standardisées, du relevé des numéros de série au croisement avec des bases partenaires. L'objectif est de réduire les angles morts et d'éviter les erreurs d'attribution, qui fragilisent autant la sécurité que la crédibilité politique. Le succès se mesure par la solidité des dossiers constitués, pas par la vitesse des annonces. La troisième étape engage la justice spécialisée. Un pôle dédié aux crimes transnationaux liés au flux d'armes est chargé de traiter ces affaires dans des délais maîtrisés. Deux critères dominent, la rapidité d'instruction et la capacité à tenir dans le temps face aux pressions narratives. La quatrième étape renforce la coopération régionale. Les échanges de renseignements sont formalisés, les exercices conjoints réguliers, afin que la prévention ne dépende pas d'alignements politiques conjoncturels. La performance se lie dans la continuité des échanges. Enfin,
Une dimension civique complète l'ensemble. Expliquer comment une menace se détecte et se documente contribue à faire de la vigilance une pratique ordinaire. La feuille de route ne promet pas l'immunité, mais elle réduit la surprise. Dans les jours qui suivent, une image remplace peu à peu les discours. Le métal chauffe, rougit, puis se liquéfie lentement. Ce qui avait été conçu pour imposer la peur perd sa forme initiale et devient matière brute, promise à un autre usage. La transformation est visible, irréversible, presque pédagogique. Elle dit sans emphase qu'une menace peut être arrêtée, puis convertie. Le capitaine Musa Caboret réapparaît alors comme le fil discret du récit. Il tient un fragment fondu, souvenir compact de la nuit du 16 août. Quelques minutes de décision, une synchronisation trop parfaite, puis la route fermée avant l'irréparable. Autour de lui, les regards ne se croisent sans triomphalisme. La victoire n'est pas spectaculaire, elle est méthodique. Elle montre que l'attention précède souvent la force. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe cette scène avec une lucidité sans illusion. Rien ici ne relève de l'héroïsme facile. La leçon est plus exigeante. La souveraineté ne tient pas à un instant, mais à la répétition de la preuve. Elle se construit quand un État accepte de documenter encore et encore, sans céder à la tentation du récit commode. La boucle se referme ainsi. D'une nuit tendue à une matière transformée, le sens se déplace. Protéger, c'est aussi apprendre à durer. L'histoire du 16 août ne se prolonge pas comme un slogan ni comme une certitude définitive. Elle s'inscrit plutôt comme une invitation à une forme de maturité collective. Ce qui a été montré n'est ni une victoire finale ni une promesse d'immunité durable, mais une méthode rendue visible. Relier des faits, consolider des preuves, accepter la complexité sans la réduire à un récit commode. Ces gestes déplacent la confiance publique loin de l'emphase, vers la cohérence répétée. Dans un espace saturé d'images rapides et de conclusions hâtives, cette posture a une portée sociale. Elle rappelle que le débat gagne en qualité lorsque les affirmations sont confrontées aux éléments documentés et lorsque la peur cesse d'être le moteur principal de l'attention. Prolonger ce récit peut rester simple. En parler sans invective. Comparer les narratifs concurrents aux faits établis. Prendre l'habitude de demander comment une information est reliée à une preuve. La question demeure ouverte au-delà d'un pays et d'un moment précis. Comment transformer une nuit critique en vigilance durable sans laisser l'urgence dicter la suite? Chacun y répondra à sa manière, par l'attention qu'il accorde aux faits et par la qualité du dialogue qu'il choisit de nourrir.